Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le contexte des investigations. 1.1. Le guide et traducteur, Seydou. Seydou a été notre guide et interprète tout au long de ses enquêtes. Il connaît parfaitement les communes de Marcory et de Koumassi. Lors d'un entretien avec Jean-Michel, il explique comment se sont déroulées les rencontres avec les travailleurs de la rue. C'était pas aussi facile que cela parce que, au début, on avait du mal à se rapprocher des gens inconnus. On ne connaissait pas trop leur comportement. Je peux vous dire que j'ai trouvé ça bien. À la fin, tout se passait plus facilement. Cela m'a appris beaucoup de choses envers les petits métiers. Il y en a que je ne connaissais pas, comme le travail du chapalot. J'ai aimé les gens qu'on a rencontrés, ça m'a fait vraiment plaisir. Seydou, notre guide et traducteur à l'œuvre. Comment faisais-tu pour les interroger? C'était en dioula ou bien en français. On a rencontré beaucoup d'étrangers qui ne savaient pas s'exprimer en français. Il fallait que je parle en dioula pour faire mieux comprendre ce que je disais ou bien en français simple, un peu comme le nouchi, le parler de la rue à Abidjan. Pour les photos, je demandais toujours l'autorisation en dioula. À ton avis, être avec un blanc c'était plus facile ou plus difficile? Là, avec un blanc c'était pas facile. Quand ils voient un blanc ils se disent « Ah, tiens voilà l'argent qui vient ». 2 ont demandé si c'était pour vendre les photos en Europe. Je répondais que c'est pour montrer en France des métiers qu'ils ne connaissent pas. Là ça allait bien. Tu leur disais quoi? Je leur dis d'abord bonjour en dioula, Anisogoma. Je leur explique ensuite comment ça va se passer. Je leur dis d'abord qu'on n'est pas là pour les politiques, les magouilles. On est là juste pour montrer ceux qui travaillent. Je leur dis qu'on est là aussi pour les encourager, pour montrer des bons métiers. On les encourageait toujours à bien suivre leur petit travail. Même si c'est petit, c'est Dieu qui donne. Tu leur posais quelles questions? D'abord le travail, c'est quoi? Comment ça se passe? L'âge, le pays d'où ils venaient, la famille? Avez-vous été à l'école? Je demandais s'il aime ce qu'il fait. Je demandais aussi combien il gagne. Je demandais aussi l'avenir. Je questionnais sur la jeunesse d'Abidjan. Cela a-t-il eu des conséquences pour toi? Après, on devenait de bons amis avec certains comme Oumar, le Garba et Issa le cordonnier, laveur de bijoux. Tu les as revus depuis? Oui, j'ai même été manger chez Oumar. Ces personnes interrogées, elles répondaient facilement? Ce n'était pas aussi facile que cela. Les gens étaient étonnés. Ils étaient au travail, on ne pouvait pas trop les interrompre. Certains étaient timides devant nous. Il y a eu seulement 2 refus. Des tapeurs de bazin qui ont demandé de l'argent, ainsi qu'une femme qui trempait les bazins dans la teinture. Dans les 2 cas, nous avons refusé. Comment les métiers ont-ils été choisis? Pour certains, on savait ce qu'on voulait voir. Pour d'autres, je voyais en se promenant dans la rue, en faisant attention. Tu as aussi aidé pour l'écriture de ces enquêtes. Cela s'est passé comment? J'ai participé à toute l'écriture. Je rappelais les petits noms familiers, les mots en dioula. Je les expliquais. Je me rappelais aussi de l'âge par exemple, ou du pays. On faisait cela rapidement après l'enquête à partir des petites notes écrites. C'était aussi un exercice de français? Il y a des mots, des grands mots que je ne connaissais pas, cela m'apprenait aussi à mieux écrire les phrases. Cela me sert aussi pour parler un bon français à l'école, avec les profs ou avec les potes. En conclusion, je dis un coucou à tous ceux qui vont voir ça, et je suis aussi content d'avoir été votre guide. Merci Seydou. 1.2. Les entretiens. Un guide d'entretien a été élaboré pour disposer d'une trame commune aux différentes situations qui pouvaient être appréhendées. Par contre, sur le terrain, il n'a pas été utilisé en tant que tel. Les entretiens ont fait l'objet de prises de notes en direct et de retranscription par la suite. Cette retranscription s'est déroulée en 2 temps, rapidement après l'interview. Par la suite, une relecture approfondie a permis de compléter ou de modifier ce qui avait été rédigé. Par ailleurs,
Les entretiens n'ont pas fait l'objet d'enregistrements dans le but de faciliter une expression spontanée et naturelle, mais aussi pour éviter la curiosité de l'environnement. Ils ont fait l'objet d'autorisations systématiques de la part des personnes interrogées. Les différences de longueur des entretiens sont essentiellement dues à la disponibilité des personnes rencontrées, plus ou moins grande, mais aussi à l'appréhension de l'interviewé ou à sa timidité. Parfois, la pression de l'environnement a contraint à les raccourcir pour éviter d'entrer dans la vie privée de la personne, ou à les interrompre en raison d'un environnement devenant peu sécurisant. Là où il n'y a pas d'interview, les faits ont été simplement observés puis narrés par les auteurs. Pour les témoignages photographiques illustrant les propos tenus par les personnes rencontrées, ils ont toujours fait l'objet d'une demande et d'un accord verbal. Il s'agissait de prendre un cliché illustrant l'activité tenue, et non de voler au coin d'une rue une image. 1.3. Quelques éléments de compréhension. 1.3.1. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu une notable expansion, provoquant une forte immigration des pays voisins, mais l'économie reste dépendante de l'évolution des cours des matières premières et de la situation politique. Abidjan demeure la seule grande ville et le débouché principal maritime du pays. En arrière de la bande littorale bordée par des lagunes et occupée partiellement par la forêt dense, des plateaux recouverts par la savane apparaissent au nord. Le pays associe les cultures commerciales développées aux dépens de la forêt, fruits, coton, café et surtout cacao, et vivrières, manioc, riz, igname, etc., à l'exploitation forestière, acajou, hier et EVA aujourd'hui, et à encore un peu de tourisme. L'agriculture vivrière, l'élevage, l'extraction minière, l'exploitation pétrolière et la compétitivité des exportations connaissent certes une embellie, mais les performances du secteur productif sont contrariées par l'accroissement de la dette intérieure. En 2 décennies, la Côte d'Ivoire était devenue l'Eldorado du cacao et du café, attirant vers ses plantations gagnées sur la forêt des populations venues du nord et des pays voisins. Mais la crise cacaoyère, amorcée au début des années 80, a eu raison de cette vitalité. Les Ivoiriens ont perdu le sourire. Les 18 régions de la Côte d'Ivoire. Coupées en 2, nord et sud, meurtries par une sale guerre, affaiblie par 11 années de crise politico-militaire, l'éléphant d'Afrique a abandonné sa puissance. La Côte d'Ivoire, mosaïque culturelle aux 60 ethnies, demeure en quête d'unité, en quête d'identité nationale. 1.3.2. Abidjan, une ville en pleine expansion économique. Ndri Germain Afin Kwasi, dans une contribution parue dans un livre récent, explique que les principales analyses géographiques montrent que la métropole d'Abidjan doit son existence à son littoral dans le golfe de Guinée et à son immense plan lagunaire. L'eau donne à la ville un paysage de plages frémissant sous l'écume des vagues de l'océan Atlantique, un tissu urbain lové dans les multiples baies d'une lagune bleu argenté bordée d'une épaisse verdure de cocotiers que l'on saisit mieux dans les derniers instants d'un vol en atterrissage. Mais aussi, il ajoute, la pollution maritime et lagunaire a atteint à certains endroits un degré inquiétant, alors que la qualité de l'environnement constitue un élément majeur de compétitivité pour une destination touristique. Abidjan, la lagune et ses alentours. Mamoutou Touré, dans le même ouvrage, explicite le désordre de la capitale économique du pays. Précisément, un peu plus d'un siècle après sa création, la Côte d'Ivoire donne le sentiment de fonctionner comme un sablier grandeur nature. Hommes et activités de la moitié supérieure savanicole se déversent inéluctablement dans la partie méridionale forestière que les efforts de l'État indépendant n'arrivent pas à réorienter. À Abidjan, le désordre prolifère à divers degrés dans toute la trame urbaine. Dans la ville, les règles urbaines sont reclassées. Une autoroute, un boulevard, un échangeur, un parking, un caniveau, une rue, un trottoir sont détournés de leur fonction originelle, ce qui constitue d'énormes obstacles à l'amélioration de la qualité de la vie et la sécurité des citoyens. La perle des lagunes est devenue un grand bazar de plus en plus dégradé et anarchique. Si le phénomène est national, il prend un caractère urgent dans les villes littorales dont Abidjan préfigure les futurs défis. L'anarchique côtoie l'illégal qui fait le lit de l'informel, et ces processus chaotiques et disparates sont loin de faciliter la vie en société. Si la gestion des espaces urbains de la frange littorale est devenue problématique,
Les solutions doivent nécessairement intégrer les réglages de base du modèle ivoirien. Les différentes communes composant le district d'Abidjan. Salif Dembélé de l'Institut de géographie tropicale de l'Université de Cocody à Abidjan précise de son côté: l'agglomération d'Abidjan a connu une croissance spectaculaire depuis les années 1950. Alors qu'elle ne comptait que 48 000 habitants au recensement de 1946, sa population a atteint 350 000 habitants en 1965, a dépassé le million en 1975 pour ensuite poursuivre sa progression à un taux de croissance annuel remarquable de l'ordre de 10% jusqu'aux années 1980. Bien que s'infléchissant par la suite autour de 3 à 6% par an, l'essor démographique en nombre s'est poursuivi avec un gain de plus d'1 million d'habitants entre 1975 et 1988, puis de 2 millions de cette date à nos jours, où la population totale est estimée à 4 millions. C'est le miracle économique ivoirien, qui a orienté vers Abidjan des flux migratoires en provenance de toutes les régions encore très agricoles du pays, mais aussi des pays de toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà, y compris de France. On estimait à environ 50 000 le nombre de Français résidant en Côte d'Ivoire en 1983. Il ajoute: la ville qui concentre aujourd'hui plus de 20% de la population totale du pays a ainsi enregistré depuis 30 ans un accroissement continu équivalent à 100 000 nouveaux habitants par an. Développé dans un contexte qui, malgré tout, est resté celui d'un pays en développement manquant cruellement des moyens financiers nécessaires à endiguer une croissance de toute façon exceptionnelle par son ampleur, la ville d'Abidjan s'est construite sans les équipements indispensables. La pression qu'exerce la ville sur l'environnement est par conséquent partout préoccupante. Elle devient le plus souvent exceptionnelle sur les berges qui sont particulièrement concernées par les pollutions, car particulièrement sujettes aux pressions humaines les plus dégradantes, habitats précaires, latrines, dépôts ordures, émissaires industriels et naturels charriant des eaux souillées, mais également pour des raisons hydrodynamiques liées à la faiblesse des courants dans ces zones confinées et assez peu profondes, notamment au contact des berges, et plus généralement à la faiblesse des échanges entre les baies et le canal lagunaire principal. L'ampleur et la rapidité du développement urbain de la Côte d'Ivoire, conjuguée au manque de moyens financiers, ont eu pour conséquence un retard alarmant dans les domaines de l'assainissement et du traitement des déchets. Dans le domaine du ramassage des déchets et des ordures ménagères, la carence est également constatée. Selon un rapport de la Direction du cadre de vie de 2001, la production de déchets ménagers estimée à près de 2 millions de tonnes ne serait collectée que pour 50% environ. Le village d'Anoumabo, à Marcory. À l'origine, Anoumabo est un village ébrié. Avec l'urbanisation, le village s'est modernisé, des lotissements ont vu le jour et un tracé des voies a été réalisé. Anoumabo est ainsi devenu un grand quartier de la commune de Marcory, bordé au sud par la lagune. Tout au loin, on peut apercevoir les tours des immeubles du plateau et de Riviera. Au nord, Anoumabo est délimité par le canal, face au quartier du Remblai. Le long de ce rivage, à partir du pont de Sanfil, on assiste à l'installation d'un habitat précaire. C'est ici qu'exercent les passeurs piroguiers, facilitant l'accès à la ville pour les populations de ce quartier qui ne cesse de s'étendre. Les habitations sont pour la plupart des constructions de bois, planches, recouvertes de tôles tenues par quelques briques. Une multitude d'antennes de télévision y déversent chaque jour l'actualité de la planète. Les loyers mensuels se situent entre 7,000 FCFA pour les baraques de bois et 10 000 à 12,000 FCFA pour les logements en briques. Les branchements électriques s'y sont multipliés de manière informelle, provoquant quotidiennement des délestages et parfois des incendies. L'électricité et l'eau peuvent s'acheter chez le voisin à raison de 2 000 à 500 FCFA par mois sans compteur. Le canal sépare les quartiers du Remblai, à gauche, et d'Anoumabo à droite. Les communes de Koumassi et de Marcory, et les quartiers d'Anoumabo et du Remblai où se sont déroulés l'ensemble des entretiens. Les déchets déposés au bord de la lagune constituent avec l'abondance des moustiques des foyers d'insalubrité propices au paludisme et parfois au choléra. Les agressions y sont fréquentes. Le maintien de l'ordre y est difficilement assuré. D'ailleurs, un nouveau commissariat s'est implanté à proximité.
Quelques vues des lieux où sont déposés les déchets à Anoumabo. 1.3.3. Les 3 R, recyclage, récupération et réutilisation. Sylvie Brunel, agrégée de géographie et docteur en économie, professeure de géopolitique à la Sorbonne, explique, à partir de ses expériences avec des associations comme Médecins sans frontières et Action contre la faim, dans une interview donnée dans le bimensuel African Business, son point de vue sur le développement durable dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Est-il vrai que le développement durable est une revanche des pauvres, en l'occurrence de l'Afrique? Quand les pays du Nord disent développement durable, ils pensent avant tout durable, et comme synonyme d'environnement, entendu comme synonyme de nature. Résultat, au nom de la préservation d'une biodiversité caricaturée dans l'apologie des Big Five, l'Afrique voit se multiplier les parcs et les réserves, alors que les populations paysannes manquent encore de tout. Aux animaux sauvages, les balises Argos et les couloirs de biodiversité. Aux hommes, les bidonvilles, et lorsqu'ils osent en sortir pour partir à l'assaut du Nord, les centres de rétention. Tel qu'il est décliné aujourd'hui, le développement durable est une escroquerie aux dépens des pauvres du monde entier. Il aboutit à réserver les acquis de la richesse et de la mobilité à un tout petit nombre de privilégiés. L'Afrique est le laboratoire du développement durable occidental. Quels sont les effets à court et à long terme? Et quel est le prix pour le Sud d'être une société de recyclage? Depuis longtemps, les Africains pratiquent, contraints et forcés, le recyclage, la récupération, la réutilisation, ces 3 R qui fondent une économie écologique. Ils ont dû faire avec la pénurie et la frugalité. Nous occidentaux avons beaucoup à apprendre de leur relation à la terre, de cette économie du lien plus que du bien, où les réseaux sociaux comptent plus que la richesse matérielle, où la redistribution est une nécessité vitale. Je parle évidemment des pauvres, car ceux qui se sont enrichis trop rapidement et généralement sur le dos de leurs concitoyens, sont malheureusement frappés par le syndrome du nouveau riche, esbrouf, clinquant et gaspillage à des fins ostentatoires. 1.3.4. La place des femmes dans ce système économique. Nous nous sommes longuement interrogés sur le fait que nous ne rencontrions que peu de femmes dans les activités de ces métiers de l'économie informelle. Lors d'une de nos rencontres avec les Ivoiriens de la rue, nous avons eu un échange avec des jeunes, tenanciers d'une cabine téléphonique, sur la place des femmes dans ce système économique. Les femmes exercent peu les métiers de la rue. Elles sont le plus souvent servantes ou elles travaillent dans les maquis et dans les bars. On les trouve quand même à vendre des produits alimentaires, les fruits ou les légumes par exemple, des articles de toilette, des biscuits ou des sous-vêtements, de la lingerie. Les femmes sont confinées dans leur rôle de femmes d'intérieur et à s'occuper des enfants. Nous avons donc veillé à les rencontrer. Ces propos sont confirmés par l'extrait d'une interview accordée par la directrice du département des politiques de l'emploi au BIT. Ainsi, à la question d'Abibou Bangré, journaliste à Afrique.com, quelle est la place des femmes dans l'économie informelle? Azita Berarawad répond, les femmes en sont un élément essentiel. Je dirais qu'elles en représentent une très grande partie, peut-être plus de la moitié. Elles jouent un rôle très important dans la confection et la distribution. Mais l'importance numérique des femmes dans l'économie informelle est due au fait qu'elles sont plus confrontées à la discrimination, les barrières et les obstacles, parce qu'elles sont en charge de la famille, des enfants. Il est alors plus facile pour elles de s'organiser sur le lieu où elles vivent. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des femmes se rendre sur leur lieu de travail avec leurs enfants. Dans un sens, le fait qu'elles soient si nombreuses dans l'informel reflète les barrières plus élevées qu'elles rencontrent. Mais les femmes ont toujours été plus fortes en réseau ou au niveau communautaire, avec ce côté de gestion de la vie de tous les jours. 1.3.5. Quelques précisions sur le plan financier. La monnaie du pays est le franc CFA, FCFA, dont la parité avec l'euro, 1 euro égale 655,957 FCFA, est fixe. Le franc CFA correspond à l'ancien franc en France. Même si nous avons toujours attendu qu'un climat de confiance se soit bien installé, les personnes interviewées font preuve de beaucoup de prudence ou de réserve lorsque nous leur demandons ce que leur rapporte leur activité. Pour beaucoup d'entre elles, il est plus aisé de nous indiquer la recette de la journée plutôt que le gain réel. Ainsi, il semble que pour certaines d'entre elles, il y ait une confusion entre le chiffre d'affaires et les bénéfices,
ce qui leur reste réellement pour vivre. Les sommes énoncées au cours des entretiens correspondent aux tarifs des transactions au début de l'année 2009, même si ceux-ci peuvent faire souvent l'objet d'ajustements. 1.3.6. Les moyens de communication. 1.3.6.1. Le Dioula, langue véhiculaire. Le Dioula ne correspond pas à une langue et pas plus à un pays ou à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.